Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à ce webinaire Jeux Olympiques 2024. Ce webinaire est organisé par un groupe d'étudiants de la promotion L3 Management du Sport de l'UFR STAPS. Je m'appelle Bastien Mille, je vais présenter ce webinaire en compagnie de Joseph Nizet. Voilà, je vais lui laisser présenter un petit peu le déroulement de cette soirée. Au programme ce soir, 4 parties. Une première où l'on vous racontera l'histoire des JO en dessin. Ensuite, nous aurons 2 interviews sur les figures emblématiques en Bourgogne avec les Jeux Olympiques. Nous accueillerons d'abord Bolada Atipi, qui a été avec nous via une visioconférence. Et nous accueillerons ensuite sur le plateau Camille Moutard, jeune et sport en marche athlétique française. Ensuite, il y aura une partie sur le label Dijon Terre des Jeux. Et enfin, une partie questions-réponses. Et tout à la fin, vous aurez un quiz auquel vous pourrez vous participer derrière votre écran et via le chat. Tout de suite, la première partie sur l'histoire des JO en dessin. L'histoire des Jeux remonterait à l'Antiquité et prendrait ses racines en Grèce. Selon les traces écrites existantes, les premiers Jeux auraient débuté en 776 avant Jésus-Christ, dans le cadre d'un festival religieux créé en l'honneur de Zeus. À cette époque, les Grecs ne comptent pas le temps en années, mais en olympiades. Une olympiade correspondait alors à 4 années, soit la durée séparant les éditions de ces Jeux antiques. Selon les légendes, ces réunions sportives se sont multipliées en Grèce et les athlètes victorieux recevaient une couronne de rameaux d'olivier et un titre spécial. Cependant, contrairement à aujourd'hui, seul le premier athlète reçoit un prix. Les Jeux comprenaient des épreuves hippiques, avec les fameuses courses de chars, et des épreuves athlétiques, telles que la course à pied, le saut en longueur, la lutte, le lancer de disque, et bien d'autres encore. Ces Jeux avaient déjà une dimension spéciale avec la mise en place d'une trêve olympique, qui permettait aux athlètes et spectateurs de se déplacer en dépit des conflits. Malheureusement, à la suite de l'invasion romaine, les Jeux perdent petit à petit en influence et finissent par disparaître. Après une longue période d'oubli, un Français peu connu du nom de Pierre de Coubertin relance l'idée d'une compétition sportive internationale en 1892. Il explique son projet de rétablir les Jeux Olympiques, mais comprend gentiment que ce sera non. Cependant, il ne renonce pas et joue de quelques tours de passe-passe pour ramener son projet lors du Congrès international de 1894, qui sera finalement adopté. C'est aussi lors de ce congrès que Pierre de Coubertin proposera la devise latine des Jeux Olympiques, Citius, Altius, Fortius. Il faut savoir que Pierre de Coubertin est, en raison de son éducation, un grand misogyne. En 1912, en réponse à celle qui lui reproche le rejet des femmes, Coubertin écrit « Une olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. » Les organisateurs s'opposent notamment à l'organisation d'épreuves féminines en natation, parce que les femmes ne porteraient pas de jupe, ce qui serait contraire aux règles de la décence. La part des femmes dans les Jeux Olympiques progresse cependant. En 1900, des épreuves féminines sont organisées dans la masse des démonstrations qui se sont déroulées dans le cadre de l'exposition universelle. C'est en 1904, à Saint-Louis, que 6 femmes pratiqueront le golf, le tennis et le tir à l'arc. Puis à Londres, en 1908, 37 femmes pratiqueront le patinage, le tennis et le tir à l'arc. Les premiers Jeux en France se déroulent à Paris, en 1900. Malheureusement, tout ne se passe pas aussi bien que prévu. À Paris, il y avait l'exposition universelle, et le patron avait peur que les Jeux Olympiques lui fassent de l'ombre. Les épreuves se sont éternisées sur 6 mois, à tel point que certains vainqueurs ont gagné un titre olympique, sans même le savoir. Heureusement, les Jeux Olympiques ne se sont pas arrêtés, et ont commencé à gagner en importance. Les Jeux tels que nous les connaissons aujourd'hui sont le résultat d'une construction progressive. De 1894 à 2024, les compétitions olympiques s'étoffent. Sur les Jeux d'été qui se sont imposés difficilement, se sont greffés successivement les Jeux d'hiver, des épreuves ouvertes aux femmes et pour finir, les Jeux paralympiques. En plus de ça, certains symboles ont vu le jour, comme l'hymne en 1898, le fameux drapeau olympique en 1914, dessiné par Pierre de Coubertin lui-même. Les anneaux représentent les 5 continents unis par l'olympisme, et les couleurs de toutes les nations. Le bleu et le jaune pour la Suède, le bleu pour la Grèce, les tricolores français, anglais, américains, allemands, belges, italiens, hongrois, le jaune et le rouge pour l'Espagne, etc. Il a flotté pour la première fois aux Jeux Olympiques d'Anvers, en 1920,
Et enfin, le dernier symbole apparu en 1928, la flamme olympique, qui est une manifestation des valeurs positives que l'homme a toujours associées à la symbolique du feu, et fait ainsi le lien entre les Jeux anciens et les Jeux modernes. D'ailleurs, quelques mois avant l'ouverture des Jeux olympiques, une flamme est allumée à Olympie, en Grèce. Quant aux premiers Jeux paralympiques de l'histoire, ils sont organisés en 1960, une semaine après les Jeux olympiques de Rome. À l'époque, il s'agissait des Jeux de Stoke-Mandeville en Grande-Bretagne. Il faudra attendre 1988 et les Jeux de Séoul pour que les Jeux olympiques et paralympiques aient lieu systématiquement dans la même ville, à quelques semaines d'intervalle. Aujourd'hui, les Jeux olympiques d'été se déroulent sur 3 semaines et regroupent plus de 10 000 athlètes tous les 4 ans. Autrement dit, c'est le stade de Dijon complètement rempli des meilleurs athlètes du monde dans de nombreuses disciplines. C'est aujourd'hui le rassemblement sportif le plus regardé au monde et un symbole très fort pour tous les athlètes. En 2024, les Jeux sont à Paris et certaines épreuves un peu ailleurs. Ce qui veut dire qu'on a l'occasion d'y assister en vrai et de participer à cet événement majeur qui n'avait pas eu lieu en France depuis 36 ans. Autrement dit, presque 2 fois mon âge. Les derniers Jeux olympiques remontent à un millénaire, non? Tout ça pour dire que c'est un événement unique et qu'il ne faut pas rater cette occasion. Voilà, l'histoire des JO qui se poursuivra donc à Paris en 2024, ce qui est assez exceptionnel et c'est une occasion pour vous d'assister à ces Jeux olympiques, à un événement majeur dans le monde, de très près et même, pourquoi pas, en vrai, si vous vous rendez dans les stades dans lesquels il y aura les différentes épreuves. Pour la deuxième partie, une partie interview, nous avons interviewé Bolade Atipi, escrimeur français qui a participé aux Jeux de Londres en 2012 et aux Jeux de Tokyo en 2020. On vous laisse écouter ça. Merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour les gens qui ne vous connaissent pas? Je m'appelle Bolade Apiti, j'ai 36 ans, je fais du sabre, je suis en équipe de France du coup depuis je sais pas, presque 20 ans maintenant. Et ben voilà, j'ai fait les Jeux plusieurs fois, je fais des championnats du monde, championnats d'Europe, etc. Voilà. Du coup, c'est quoi ton parcours sportif? Comment t'en es arrivé à faire de l'escrime? Ben en fait, à faire de l'escrime, c'est un peu un hasard. C'est quand j'étais tout petit. J'ai vu une photo d'escrime dans un magazine, en fait. Et puis, je sais pas, ça m'a plu. J'ai dit à mes parents, ben voilà, j'ai envie de faire ça. Et ils connaissaient pas du tout. Enfin, c'était pas, voilà, c'est pas un sport qui est hyper connu et ni Oui. développé. Et surtout à l'époque où j'ai commencé. Et puis, j'ai eu de la chance. Il y a eu une initiation dans mon école. Et du coup, j'ai essayé comme ça. Le gars qui avait fait ça, il m'a dit, bah, écoute, viens dans mon club. Et puis voilà, c'est parti. D'accord. Et au niveau du parcours scolaire, il y a un sport-études en escrime. T'as fait comment du coup? Ouais, il y a un sport-études où je suis allé, bah, qui est à Orléans, là où j'habite maintenant, mais ça m'a pas convenu. C'est-à-dire que je suis allé quand j'étais en terminale. Et en fait, je suis resté, je sais pas, un mois à peu près, tu vois, mais c'était trop, il y avait trop de contraintes pour moi, ça allait pas. Je pouvais, tu vois, l'internat, c'était dans le lycée. L'entraînement, c'était dans le lycée. Donc, en fait, toute ma semaine, c'était dans le lycée. Et du coup, ça me rendait carrément un peu zinzin, tu vois. Donc, j'ai dit, Ouais. j'avais pas envie de vivre comme ça à l'époque. Du coup, j'ai préféré rentrer à Dijon. Et ouais, du coup, tu nous as dit que tu n'avais pas beaucoup de temps. C'est quoi la journée ou la semaine type d'un athlète comme toi? Bah là, écoute, on s'entraîne du lundi au vendredi, des fois le samedi, mais c'est pas souvent, ça dépend des semaines. Et en gros, on fait 9h 15h Ok. d'entraînement. Après, je rentre chez moi, je mange un peu, et puis après, tranquille, un peu la télé, un peu des séries, on va promener le Mm. chien, et puis Mhm. voilà quoi. Moi, je voulais rebondir un peu sur ton parcours. T'as jamais été attiré par un autre sport ou t'as jamais essayé autre chose? Si, j'ai fait quand j'étais plus jeune, jusqu'à 14.
toujours fait deux sports. En fait, j'ai toujours fait de l'escrime. Et après, j'ai essayé plein d'autres sports à côté. J'ai fait du foot, du tennis. J'ai fait quoi? J'ai fait du rugby, du badminton. Mais si tu veux, à chaque fois, tu vois, j'essayais, je faisais un an. J'ai fait du judo aussi, mais enfin, tu vois, je faisais un an, mais j'avais pas de. Je m'amusais, si tu veux, mais sans plus. Alors que l'escrime, j'ai toujours adoré ça. Est-ce qu'il y a un truc dans Et l'escrime qui fait que c'est vraiment le sport pour toi? ouais, franchement, je sais pas, je saurais pas t'expliquer. Mais ouais, moi, je sais, j'ai l'impression de me battre avec quelqu'un avec une épée, tu vois. Hmm. Enfin, c'est pas une impression, c'est ce que je fais, mais enfin, Ouais. je sais pas comment dire, c'est. Tu vois, c'est ça que je kiffe. C'est, voilà, je prends mon sabre et on va se taper dessus, et puis voilà, et du coup, c'est cool, tu vois. Que j'ai, et je sais pas, ça me procure un truc, je saurais pas te l'expliquer et que j'ai pas dans les autres sports, tu vois. Tu vois, j'adore jouer au foot, le tennis, et tu vois, tous les sports de raquettes, c'est des trucs que j'aime, mais j'arrive pas, tu vois, je peux pas en faire tous les jours, quoi. Ouais, je comprends, je comprends. Ouais. Je vais en faire, si, tu vois, du tennis, je vais jouer pendant les vacances quand il fait beau, je suis avec mes potes, on va rigoler, ok. Mais au bout d'un mois, c'est bon. J'ai l'impression que c'est tout le temps pareil, si tu veux. Les autres sports, D'accord. je suis vite saoulé parce que c'est pareil. Voilà. Alors que l'escrime, non, je sais pas, tu vois, ça fait 30 piges j'en fais. Et j'ai l'impression encore aujourd'hui d'apprendre des trucs. Enfin, ouais, c'est autre chose. Et je me demandais, est-ce que après lycée, tu as fait des études supérieures ou tu t'es direct orienté vers l'escrime de façon professionnelle chez eux? Non, bah, en fait, nous, l'escrime, surtout en France, tu es un peu obligé de faire ce qu'ils appellent le double projet. C'est-à-dire, tu fais ton sport et tu dois aller à l'école en même temps. Et du coup, bah, j'ai passé mon bac. Après, j'ai fait 2 ans à la fac en STAPS à Dijon. Et après, je suis monté à l'INSEP à Paris. J'ai fini ma licence là-bas. Après, j'ai fait un master en management du sport. Et après, j'ai passé le concours pour être professeur de sport. Et du coup, là, aujourd'hui, bah, je suis conseiller technique dans la région Normandie. Voilà. Tu vas parler un peu plus des JO. Est-ce que les JO, ça représente quoi pour toi? Est-ce que ça a une dimension différente qu'un championnat d'Europe ou un championnat du monde quand on fait les JO? Qu'un championnat d'Europe, on va dire oui, parce que c'est l'échelon au-dessus. On va dire que c'est mondial. Même si nous, l'escrime, tu vois, c'est surtout les plus forts, c'est l'Europe. Après, tu as quelques pays, genre la Corée, ils sont chauds et tout, mais la majorité des gars dans le top 50, on va dire, ils sont européens. Euh, Après, par rapport au championnat du monde, c'est un peu pareil, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Tu vois, enfin. Te dire quelqu'un qui connaît pas l'escrime, il va te demander qui c'est qui est champion olympique. C'est le mot, il fait rêver. T'envoies du rêve j'ai envie de dire pas au peuple, tu vois, mais les gens, ils regardent les JO. Tu vois, même t'aimes le sport, t'aimes pas le sport, t'es obligé de tomber sur les JO, tu vas regarder et tu dis, ah ouais, putain, lui, il a eu une médaille, ah ouais, ok. Bon, après, tu l'oublies aussi vite, mais tu vois, t'as vu qu'il avait fait une médaille. Championnat du monde en escrime, tu vois, personne n'en a rien à foutre, quoi. Donc, c'est en ça que c'est différent. Et donc, toi, tu te dis, bah, si je réussis les jeux, bah, du coup, je vais être un peu connu. Du coup, tu auras des contrats avec des sponsors, des machins. Donc, c'est en ça que c'est différent. Mais après, au niveau sportif, c'est la même chose, quoi. C'est pareil. On a un peu le sentiment que les JO, ça a été des contextes un peu compliqués pour toi entre Londres où tu étais le seul Français au sabre, je crois, et il y avait Ouais. peu au niveau escrime en France, et Tokyo aussi avec la crise sanitaire et les restrictions qu'il y avait au Japon. Euh, Avec du recul, tu perçois, est-ce que tu as quand même un bon souvenir? Comment tu perçois ces deux expériences-là? Non, si, ce que je te dis, c'était. Après Tokyo, c'était différent. Mais Londres, si tu veux, quand je vais à Londres, j'y vais. Je fais une grosse saison avant d'y aller. Je suis en pleine bourre. Je me dis. Ouais, voilà, je suis dans les favoris pour aller chercher une médaille, tu vois. Donc je me prépare comme ça. Et puis après, bah, ça ne se passe pas bien. Donc sur le moment, c'est pas un bon souvenir. Maintenant, avec le recul, je me dis, ouais, c'était, tu vois, le fait en fait d'y aller en disant tu peux faire une médaille, c'est déjà,
c'est déjà que tu as réussi quelque chose dans ton sport, tu vois. Et du coup, je me souviens plus de, tu vois, tout l'entraînement que j'ai fait avant d'y aller, toute la préparation que j'ai eue et que j'ai faite et qui était, et voilà, c'est plus ça, les bons souvenirs que, si tu veux, sur le moment là-bas où bah, je me souviens plus de la défaite qu'autre chose, quoi. Donc voilà, et après à Tokyo, là, ouais, c'est encore. Là, c'est différent dans le sens où bah, il y avait le Covid, il y avait personne, tu vois. Donc c'est. Franchement, je vais te dire, j'ai perdu là-bas, mais c'était comme si j'avais perdu une autre compète, tu vois, que personne regarde et que, enfin, tu vois, une Coupe du Monde, j'en sais pas où, au fond de la Pologne, tu vois, c'était pareil. Parce que les jeux, ça reste les jeux. Quand tu es sportif, comme je t'ai dit, c'est ce qui te fait briller sur la scène, tu sais, en dehors de ton sport, tu vois. C'est avec ça que tu es connu et que tu es reconnu et que, tu vois, pour le lambda, on va dire, tu vois, si t'es pas médaillé olympique, genre presque t'es nul, tu vois. Donc c'est ça que tu vas chercher là-bas. Après, quand tu es jeune, tu as l'impression qu'il n'y a que ça. Moi maintenant, j'ai plus besoin de la reconnaissance des gens, ou enfin plus besoin, beaucoup moins. Donc je m'en fous en fait. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais. Et que j'ai une médaille olympique ou pas, ça ne changera pas grand-chose, si tu veux, à ma vie. Et en plus, là, les prochains jeux, c'est à Paris. Tu vois, donc là, par contre, pour les Français, tu fais les jeux chez toi. Et c'est pour ça que j'ai continué, parce que les jeux, ils sont à Paris. Tu vois, ça aurait été à Los Angeles. J'aurais dit, OK, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est fini. Mais là, c'est à Paris. Tu vois, quand on est rentré des jeux, on était au Trocadéro. Il y avait, je sais pas combien de personnes. Bah, c'était énorme, tu vois. Et donc, tu te dis, bah, tu peux vivre ça en faisant ton sport. Et ben, vas-y, continue, mon pote, tu vois. Ouais. Et du coup, les JO de Paris, c'est un objectif là pour toi? Ah ouais, je te dis, comme je t'ai dit, c'est pour ça que j'ai continué, hein. S'il n'y avait pas ça, j'aurais pas fait. Donc, c'est le seul et l'unique objectif en réalité. Tout ce qu'il y a avant, c'est juste me préparer et ensuite me qualifier et après les jeux et tout. Enfin, c'est juste Et ça. toujours en individuel ou plutôt en équipe? Écoute, en fait, c'est toujours mieux d'y aller en équipe parce que du coup, tu es trois, tu vois. Mm. Et pour te préparer, c'est mieux parce que bah, tu es plusieurs, puis tu te tires la bourre à plein, donc c'est mieux. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut se qualifier par équipe. Et pour l'instant, nous, l'équipe, c'est pas, ben, on n'arrive pas à se qualifier par équipe. C'est pour ça que j'y vais tout seul à chaque fois. Tu vois, en 2012, on aurait pu y aller par équipe, mais dernière compète, on s'est fait passer devant d'une manière un peu bizarre. 2016, il n'y avait pas d'équipe, donc on ne pouvait pas y aller par équipe. Et 2020, pareil, on n'était pas loin de se qualifier, mais on ne s'est pas qualifié. Du coup, écoute, le premier objectif, c'est de se qualifier par équipe pour Paris. Et puis, si jamais par équipe, ça ne marche pas, bah, se qualifier tout seul comme un grand, comme d'hab, quoi. Oui. Et comment on se prépare à ces JO? Tu commences déjà à t'y préparer ou ça se Ouais, prépare plus tard? non, en plus, là, il n'y a que 3 ans, si tu veux, entre Oui. les deux. Normalement, tu en as 4, tu vois, là, tu n'as que 3 ans. Donc, la préparation, ça commence maintenant, finalement. Enfin, tu vois, dès que tu reprends l'entraînement après les Jeux, finalement, tu vas préparer tout ce que tu fais, c'est pour essayer d'être en forme mais pour les Jeux en 2024, quoi. Donc, là, tous les entraînements, c'est pour 2024, en fait, hein. Et on sait aussi que ton frère fait de l'escrime. Ce serait un rêve de pouvoir les faire avec lui ou contre lui. Euh, C'était un rêve quand on était petit. Oui. Après, lui, maintenant, il a arrêté. Donc, Ah, il arrête. ouais, il a arrêté, il fait carrément autre chose. Donc, là, ce serait un peu compliqué. Après, je sais pas, peut-être s'il voit Paris, les Jeux, peut-être qu'il va se remotiver à revenir. Mais bon, là, ça fait un moment qu'il a arrêté, donc il aura peut-être un peu de mal. Mais donc, bah, c'était un rêve, comme quand toi, tu es petit, tu es avec ton Oui. frère, voilà, tu te fais des plans comme ça. Après, lui, il a fait les Jeux à Rio. Et
Du coup, moi, j'étais avec lui, j'étais son entraîneur. Donc, tu vois, on a fait un peu ça ensemble, mais c'était cool. Maintenant, être tous les deux sur la piste, je pense que ça n'arrivera pas. Et les Jeux à Rio, ils représentaient la France ou le Bénin? Non, il était avec le Bénin. C'était Il le était Bénin. avec le Bénin. Ouais, ouais, ouais. Et c'était différent de voir ton frère au JO plutôt que de toi y être et justement d'être un peu avec une vision un peu plus extérieure peut-être. Ouais, bah en fait, franchement, c'était hyper enrichissant pour moi d'aller là-bas et d'être extérieur, enfin d'être entraîneur, si tu veux, parce que du coup, tu vois la compète avec un angle qui est carrément différent. Et en fait, j'étais là-bas et je me suis dit, c'était une période où c'était un peu compliqué pour moi dans mon escrime, j'étais pas très bon. Enfin, j'étais pas très bon, j'avais pas des bons résultats. Donc c'était compliqué. En fait, quand je suis allé là-bas, j'ai vu les gars. Enfin, j'étais avec mon frère. Après, j'ai regardé la compète, si tu veux, et je me suis dit, mais en fait, tous ces gars-là, je les vois toute l'année. Ils font rien de plus que moi, je fais pas, tu vois. C'est pareil. Et donc, il n'y a pas de raison que si eux, ils le font, moi, j'y arrive pas, tu vois. Et en fait, après les Jeux, quand j'ai repris mon entraînement, j'ai toujours gardé ce truc-là où je les avais vus, tu vois, avoir peur tous quasiment. Là, tu vas faire des conneries que quand tu es dans la compète, tu sens pas, tu vois, mais tu le fais parce que tu sais, as la peur, tu as le stress, tu as le machin. Et le fait d'avoir vu ça de l'extérieur, je me suis dit, OK, eux aussi, ils le font, c'est les meilleurs, ils le font. Mais c'est-à-dire, enfin, ils sont comme moi, finalement, tu vois. La question, c'est est-ce Et que ça t'a aidé et permis de changer un petit peu ta manière de combattre et de corriger certaines choses? ouais, ça m'a tout changé. Ça m'a tout changé, je te dis, dans le sens où je les ai vus avoir des craintes que je pensais qu'ils n'avaient pas. Tu vois, parce que des fois, quand peut-être tu vois des gars, tu es tout le temps avec eux, tu les vois gagner, tu as l'impression qu'ils n'ont pas peur, tu vois, tu sais, qu'ils sont imbattables et que que voilà, ils sont plus forts que toi, et puis c'est comme ça, tu vois. Et en fait, là, moi, j'étais à un moment où je ne savais pas si j'allais arrêter ou pas. Du coup, tu vois, j'ai pris le truc de l'extérieur et je l'ai regardé comme un gars qui a arrêté et qui est entraîneur. Et je me disais, tu vois, je les regardais tirer, je me disais, mon frère, s'il tire contre lui, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et tu vois, je me suis dit, mais en fait, ils sont pas si bons que ça, ils ont des peurs, ils ont des craintes, ils paniquent à ces moments-là. Donc en fait, toi, si tu tirais, tu pourrais l'exploiter, tu vois. Et donc, voilà, je suis parti de ce constat-là, si tu veux, de la tribune. Et après, dans mon entraînement, j'ai appliqué ça. Et ça m'a. Après, les fois d'après où j'ai commencé à recombattre contre eux, écoute, c'était plus le même truc, tu vois. J'avais plus peur de perdre ou quoi. Je me disais, en fait, vas-y, fais ton truc et il y a autant de chances que ça passe que lui, son truc, il passe, tu vois. Donc, on y va, quoi. Et du coup, après ça, est-ce que devenir entraîneur en escrime, justement, ça peut être une reconversion pour toi ou... Ouais, mais écoute, c'est mon but, hein. Je me suis dit, là, je finis. Là, j'hésitais, tu vois, à arrêter là et commencer à entraîner maintenant. Et puis, écoute, physiquement, tu vois, ça allait bien, les Jeux à Paris. Donc, j'ai dit, OK, on enquille. Mais après, ouais, j'ai envie d'entraîner, ouais. C'est un truc qui me plairait bien. Après, comme je t'ai dit, tu vois, c'est un sport qui n'est pas hyper connu, qui n'est pas développé. Nous, tu sais, on passe à la télé, c'est que quand il y a les Jeux, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, c'est ça qui te met une petite pression, un truc où tu te dis, il faut que, tu vois, c'est le moment où je dois gagner, tu vois. Alors que, mais si tu veux, la compète, c'est la même. Moi, j'ai gagné des compètes, elles sont plus dures que les Jeux Olympiques. Mais il faut gagner ce jour-là, les Jeux, parce que tu es à la télé, parce que tout le monde te regarde, parce que c'est là qu'on valide ou pas si tu es bon ou si tu n'es pas bon quelque part, tu vois. Mais peut-être ça va vous donner envie d'essayer et puis tu vas voir, franchement, c'est kiffant. Ah ouais, franchement, ouais, ça suscite un intérêt quand même, le fait de voir tout ça. Ah, Et ouais, franchement, pourquoi pas. Et du coup, il y a le sabre, l'épée et le fleuret, je crois. C'est quoi la ouais. différence entre les trois? Il y a une grosse Euh, différence? En fait, déjà, les armes, c'est pas les mêmes, mais en Ouais, gros, c'est les règles qui sont différentes. les règles. Ok. Ouais. À l'épée, tu touches avec le bout de la pointe. Toi, tu as ton épée, tu as Mhm. la tige, tu as une lame, et au bout, tu as un bouton poussoir. Tu peux toucher qu'avec ce bouton. Il faut que tu appuies sur le gars pour allumer. Ok. Et tu peux toucher Ok. partout, de la tête jusqu'au pied.
Ok. Ok, et tu n'as pas de règle. Le premier qui touche, sa lampe, elle s'allume, il a le point. Si les deux se touchent en même temps, les deux lampes s'allument. Les deux, ils ont un point. Ok. Ok. Après, tu as le fleuret. Fleuret, c'est pareil, tu touches qu'avec le bout de la pointe, mais tu touches que sur le tronc et le dos. Ok. Tu vois, tu n'as pas les bras, tu n'as pas la tête, tu n'as pas les jambes. Et là, c'est pas pareil, c'est le premier qui attaque qui a raison. C'est-à-dire, si moi je pars en attaque, donc j'avance sur toi, toi tu bouges pas, et au final, tu vois, juste allonge ton bras pour me toucher sans avoir bougé, d'accord? Ouais. Nos deux lampes s'allument, mais il n'y a que moi qui aurai le point parce que c'est moi qui ai attaqué en premier. Ok. Ok. Ouais. Et le sabre, c'est la même règle, c'est le premier qui attaque, sauf que nous, on touche au-dessus de la ceinture, donc les Ok. bras, la tête, tout ce qu'il y a au-dessus de la ceinture en réalité, et avec toute la lame. C'est-à-dire, on donne des coups comme ça. Ouais. Tu vois? Donc nous, c'est, comment on va dire, c'est plus facile d'allumer ta lampe parce que tu n'es pas obligé d'être précis avec le bout du truc. Par contre, on doit être précis dans les déplacements parce que tu dois bouger beaucoup pour rester plus loin, plus à distance, parce que l'autre peut te toucher aussi beaucoup plus facilement. Ouais. Et du coup, nous, le sable, c'est ça va beaucoup plus vite, c'est ce qui va le plus vite. Tu vois? Ok. Voilà. Est-ce que c'est plus dur techniquement le sabre ou pas? En fait, c'est pas les mêmes techniques. C'est-à-dire que l'épée et le fleuret, eux, ils vont avoir beaucoup de techniques de main parce qu'il faut être précis avec sa main pour pouvoir toucher, tu vois. Hmm. Nous, tu vois, c'est comme si tu prends, t'as un gars, il a, je sais pas, une fourchette, mais t'as qu'un pic au bout, et tu peux que piquer le gars avec ton petit bout de fourchette, tu vois. Ouais. Ok, c'est galère, mais pour l'autre aussi, c'est galère de te toucher, tu vois. Donc, vous allez être proche, vous allez être tac, tac, tac. Bon, ok, vous allez tricoter un peu, tu vois. Après, il y en a un qui va toucher l'autre, c'est galère. Maintenant, imagine-toi, tu as un balai, tu as juste le manche du balai. Et le gars en face, il a un manche de balai. Tu dois le taper avec ton balai. Tu vois, ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire, tu avances vers lui, tu envoies ton balai, tu es presque sûr de le toucher, le gars, tu vois. Bah, nous, c'est le sabre, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pour défendre, tu es obligé de te déplacer. Donc, la main, c'est important, mais beaucoup moins que chez les autres. Nous, c'est surtout les jambes. On se déplace, tu vois. Ah, mais en gros, tu vois, quand les gens ils imitent l'escrime, qui font un peu la danse comme ça, tac, tu vois ce que je veux te dire? Ouais. L'image que tu as, ben, ça, c'est de l'épée ou du fleuret. Tu vois, nous, c'est, ben, je sais pas si vous avez regardé des vidéos ou pas, Ouais, mais j'ai. tu vas sur YouTube, tu vois le sabre, tu vois, après, allez, quand l'arbitre il donne le commandement, tu sais, ça va très vite, la touche. Ça dure Ouais. une seconde, 2 secondes, tu vois, et tu comprends rien. Ouais. Tu dis, ouais, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Même nous, des fois, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais voilà. Et les autres, l'épée, tu vois, des fois, ils font 3 minutes de combat, il y a 1-0. Ouais. Tu vois, donc, même moi, franchement, je ne regarde pas parce que ça me gonfle. Mais après, ça, faut pas trop le dire. Là, on coupera ça. Là, tu peux le laisser, comme ça, mes potes là, qui font de l'épée, on aime bien chambrer, tu vois, entre nous. Mais Ouais. Ah, merci encore d'avoir pris du temps pour discuter avec nous. pas de souci. On remercie encore Boladé Apiti d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. Et on passe tout de suite à la prochaine interview de Camille Boudin. Bonjour Camille et bienvenue à ce webinaire. Donc Camille Moutard, championne de France de marche athlétique en salle. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Camille Moutard, j'ai bientôt 21 ans. Donc, je suis athlète de haut niveau en marche athlétique depuis un peu plus de 5 ans. Je suis 2 fois championne de France, 5 fois vice-championne de France, 2 fois médaillée de bronze au championnat de France élite, 1 fois vice-championne d'Europe par équipe et je détiens le record de France sur 10 km et sur 20 km marche. Ok, et potentiellement bientôt futur athlète aux Jeux Olympiques 2024. Oui, j'espère. C'est pas certain, mais j'espère.
Donc, ta discipline, c'est la marche athlétique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la discipline, parce que ce n'est pas forcément la plus répandue, d'où ça t'est venu de te lancer là-dedans? Voilà. Alors moi, j'ai commencé l'athlétisme en faisant du cross. Et quand on est en catégorie plus jeune, en catégorie minime, on teste un peu toutes les disciplines. On a un peu, surtout, on va faire du saut, du lancer, de la course et de la marche. Et donc moi, mon club, on avait un entraîneur qui avait fait de la marche à haut niveau étant plus jeune. Donc en fait, il nous a fait essayer donc, à toutes les jeunes. Moi, j'aimais pas du tout ça au début. Je voyais pas l'intérêt de venir faire de l'athlé, enfin venir courir, venir à l'athlé pour courir et faire de la marche. Et mais lui, il trouvait que j'avais le bon geste, donc il voulait que je continue. Donc c'était un peu, je continuais parce que l'entraîneur me disait qu'il fallait que je continue, mais bon, j'avais plus très envie de venir m'entraîner. Et donc après, j'ai fait une compétition. Je me suis pas trop mal débrouillée. Puis quand on est plus jeune, on fait des médailles, on fait des podiums, on est content, on se dit ah, c'est bien, j'ai fait podium, j'ai ramène une médaille chez moi, donc j'ai continué là-dedans. Et puis voilà, après, de fil en aiguille, j'ai participé à mon premier championnat de France. J'avais le premier temps, le 7e temps désengagé. Et finalement, je suis montée sur la 2e marche du podium. Et je me suis dit, ah oui, il y a peut-être un truc quand même. Et du coup ouais, j'ai continué. Et puis voilà, après, j'ai eu une première sélection de l'équipe de France, les championnats d'Europe, etc., etc. Et voilà, du coup, je me suis. Enfin, j'ai plus apprécié au fur et à mesure du temps à faire de la marche que courir. Enfin, maintenant, courir, j'évite j'évite de le faire. Ok. Et donc, tu as dit que la marche rapide au début, ça ne te prenait pas vraiment. Qu'est-ce qui a été le déclic? Ça a été les podiums, les récompenses? Quand on est plus jeune, oui, le fait d'avoir des récompenses, ça attire un peu plus. Okay. Mais après, c'est vrai que la marche, du coup, c'est une discipline hyper technique. C'est peut-être avec les lancers, la discipline qui est la plus technique. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on a toujours un truc à revoir, on a toujours un truc à faire, on a toujours un petit truc qui ne va pas ou enfin, qu'il faut corriger pour être encore plus performant. Donc, après, c'est un peu pareil avec la course, mais à la course, il y a tellement de techniques différentes. La marche, c'est une technique, deux techniques au maximum. Et voilà, quoi. On est jugé, on nous regarde exprès pour savoir si on marche bien ou si on marche pas bien. Et voilà, j'ai accroché avec ça. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus pour ceux qui nous regardent la marche athlétique, les règles un petit peu dans ce sens, les différentes compétitions qu'il peut y avoir, la distance, etc. Et puis décrire pour ceux qui ne connaissent pas vraiment. Alors, du coup, la marche, c'est. Donc, moi, je suis en espoir. Donc, on fait du 3 km en salle l'hiver, donc jusqu'à mi-février, début mars. Et après, on passe sur de la longue distance, donc c'est du 20 km. Et après, on a autrement du 35 km. Donc, aux Jeux Olympiques à Paris, ça sera 35 km, mais en relais mixte. Donc, 35 km pour un homme et 35 km pour une femme. Et donc, on a du 3 km, du 5 km, du 10 km, du 20 km, du 35 km. Et donc, tout à l'heure, je disais qu'il y avait une technique particulière. Donc, en marche, on est jugé, en fait. Le juge, il va observer si on a toujours la jambe tendue quand elle arrive au sol. Donc, en fait, quand notre jambe arrive au sol, on doit avoir la jambe tendue jusqu'au passage à la verticale, donc jusqu'à ce que la jambe, elle passe sous le bassin. Une fois qu'elle est sous le bassin, on peut la replier pour finir le cycle comme en course. Et la deuxième règle, c'est qu'on doit toujours avoir un pied au sol, donc pas de temps de suspension. En course, on a toujours un moment où les deux pieds sont au sol, alors qu'en marche, on va chercher à être le plus rasant possible. Le bassin, en fait, en course, il oscille, alors qu'en marche, on va chercher à avoir une trajectoire la plus droite possible. Du coup, c'est ce qui fait que on va faire avancer le bassin, on va tordre des fesses, parce qu'on cherche à être le plus droit possible et avancer sans faire d'oscillation pour ne pas être en suspension. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais... Moi, j'ai compris qu'en soi, la plus grosse différence, c'est qu'il n'y avait vraiment qu'une seule technique en marche en soi, si j'ai bien compris, enfin une ou deux, et qu'il fallait vraiment essayer de rester le plus droit possible au niveau du bassin pour. Oui, c'est ça. En gros, on a
il y a plusieurs techniques après, mais en fait, c'est tellement réglementé, il faut toujours avoir un pied au sol et la jambe tendue que finalement, c'est une technique globale. Voilà, si un juge, si moi je marche pas pareil que quelqu'un d'autre, il y en a forcément une des deux voilà, qui va se faire sortir de la course ou qui va être avertie. Voilà. Et c'est cette partie-là qui ne te plaisait pas au début, le fait que ça soit la marche ou que ça soit lent par rapport aux autres disciplines que tu faisais avant en athlétisme? Ou est-ce que c'est autre chose Je pense que après, la marche, c'est pas la discipline la plus répandue. J'en avais jamais vu avant. Moi, je venais à l'athlé pour courir parce que voilà, je me débrouillais plutôt bien et j'avais envie de courir. Et après, il y a un peu aussi, au début, quand j'ai commencé, il y avait le regard des gens parce que c'était pas du tout connu. Maintenant, ça commence à être un peu plus connu. Quand les gens ils nous croisent dans la rue, ils disent ah, c'est de la marche athlétique. Mais c'est vrai qu'avant, les gens ils nous regardent un peu bizarre. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là pourquoi elle marche comme ça? Même sur les petites compètes, quand on est jeune, qu'on a 12-13 ans, qu'on doit faire 15 tours de piste en marchant, en tordant des fesses, les autres à côté, ils rigolent un peu. Donc, je pense qu'il y avait aussi un peu ça. Et quand on est jeune, c'est pareil, dire aux copains, bah, moi je fais de la marche et tout. Même maintenant, quand je dis je fais de la marche, on me regarde un peu bizarre. De la marche, c'est pas un sport. Donc je pense qu'il y avait un peu de ça. Après, la technique, non, pas forcément, mais c'est vraiment peut-être le regard des gens et le fait que voilà, quand on est plus petit, on fait peut-être plus attention à son image, entre guillemets, faire comme tout le monde, courir comme tout le monde. Si tu devais définir les choses importantes pour la marche, trois mots pour définir vraiment les qualités qu'il faut avoir pour la marche. Je dirais rigueur dans les entraînements, parce que c'est beaucoup, sur 20 km, on s'entraîne beaucoup, on fait beaucoup de bornes. Donc voilà, un jour sur deux, on dit oh non, je ne vais pas m'entraîner. Donc rigueur. Après, il y a la technique, forcément, parce qu'on la travaille toujours, inconsciemment ou consciemment, quand on fait une séance technique, mais on la travaille toujours. Et après, je dirais endurance, parce que on a toute une période de septembre à mars où on va faire que des kilomètres et des kilomètres, on va enchaîner les kilomètres, on va faire entre 15 et 24 kilomètres presque tous les jours. Donc, voilà, on fait que ça en fait. On fait que marcher tout le temps. Donc, l'endurance, c'est ce qui est le plus important avec la technique. Tu as parlé de la rigueur des entraînements. C'est quoi à peu près actuellement ton rythme d'entraînement à ton niveau? Moi, je m'entraîne 6 à 7 fois par semaine. J'ai 2 séances actives par semaine, 2 séances de préparation physique. Et après, tout le reste, c'est des kilomètres, des kilomètres et des kilomètres. Ce que tu appelles séance active, peut-être s'il y a des gens qui ne savent pas exactement ce que c'est. Ça peut aller de faire des 200 mètres à faire des 3000 mètres, des 1000 mètres. Et on peut faire, par exemple, une sortie de 16 km avec intégré dedans du 30 secondes vide, du 30 secondes lent. Ça, c'est vraiment des séances plus pour donner du rythme et un peu entretenir la machine. Ou à l'approche des compétitions, un mois avant les compétitions, on essaie de caler beaucoup de séances actives pour créer le pic de forme et arriver à la compétition bien, nickel. Ok, et donc tu es encore étudiante? Tu es étudiante à l'université de Bourgogne, donc à l'UFR STAPS. Mais avant, quand tu étais plutôt dans la période lycée, c'était comment lier un petit peu les cours, les études, les entraînements, les compétitions, tout ça? Parce que si je ne me trompe pas, tu étais déjà au haut niveau quand tu étais au lycée. Oui, c'est ça. Comment on fait pour aller réussir à trouver l'équilibre entre tout ça? Alors, au lycée, c'était un peu compliqué parce que je n'étais pas dans un lycée spécialisé pour le sport. Je n'étais pas dans un lycée sportif labellisé ou quoi que ce soit. Donc, je n'avais pas forcément d'aménagement. Après, j'avais quand même les profs qui m'aidaient beaucoup. Voilà, si j'avais besoin, je pouvais aller les voir. On avait des profs de sport aussi qui étaient
attentionné envers nous, dans le sens où si on avait un souci avec un autre prof qui ne comprenait pas qu'on c'est du haut niveau, voilà, il essayait d'aller le voir et lui expliquer. Donc c'était bien. Après, c'était compliqué. L'année du bac, par exemple, je prends toujours souvent cet exemple parce que j'ai eu beaucoup de stages. J'ai peut-être loupé au total plus de 2 mois dans l'année de cours. Et en période de bac, c'est pas possible quoi, rattraper tous les cours. C'était impossible. Donc voilà, l'année du bac, c'est pas une super année en termes de compétition et de cours parce que j'étais débordée en fait. J'arrivais pas à suivre les cours. Certains cours ça va, mais je pense à la physique chimie, tout ce qui est méca, c'était c'était la catastrophe vraiment. Donc je suis arrivée au bac stressée au point de me rendre malade parce que je savais que j'étais pas forcément prête. Ça s'est bien passé, mais parce que j'ai eu un accompagnement avec les profs qui ont su m'envoyer des cours parce que j'avais loupé ou parce que j'avais pas le temps de rattraper, ou alors j'allais les voir parce que j'avais pas compris telle chose, ils m'expliquaient, ou je rattrapais les évaluations un peu plus tard pour me laisser plus de temps sur certaines choses, mais c'est vrai que c'était compliqué. Et après, donc, quand je suis arrivée en STAPS, je savais que je pouvais avoir des aménagements avec le PEPS. Donc ça m'a un peu changé la vie. Après, en première année, on n'a pas forcément beaucoup de cours, donc ça me laissait beaucoup moins de cours qu'au lycée en terminale, donc ça me laissait quand même beaucoup plus de temps pour m'entraîner et pour récupérer, parce que c'est important aussi. Et avec l'aménagement, bon, on a les compétitions. Quand j'ai des compétitions avec l'aménagement, c'est bon, je ne vais pas en cours, on m'envoie les cours, ou voilà, je m'arrange. Après, j'essaie de louper le moins possible de cours. Je pense que cette année, j'ai pas raté énormément de cours parce que voilà, c'est la 3e année de licence, c'est l'année qu'il faut pas louper. Donc, je voulais pas, je voulais pas risquer tout ça en allant m'entraîner ou quoi. Donc je vais en cours et après je vais m'entraîner, ou je vais m'entraîner et après je vais en cours. Mais par contre, jamais je loupe. J'essaie de jamais louper de cours, à part si vraiment c'est important pour une compétition ou pour un stage, là oui. Mais c'est rare. Et après, bon, en STAPS, ça va, les profs, ils sont assez. Voilà, ils savent, si on a un athlète de haut niveau, on fait attention, on sait qu'il part, donc on va s'arranger pour les cours. Donc ça va. Mais après, c'est quand même. Là, je vois cette année, ce semestre. En fait, c'est souvent le 2e semestre qui coince parce que c'est là que toutes les compétitions arrivent. Et donc, toutes les compétitions arrivent et en même temps, on a les partiels. Donc, il faut savoir encore plus gérer. Et en fait, même si on essaie de gérer au mieux, il y a toujours un moment où on est débordé. Et là, en ce moment, dans une semaine, j'ai les partiels, mais ouais, je suis débordée pour faire un choix. Donc, bon, je m'entraîne moins, mais c'est compliqué du coup. Pour le moment, c'est compliqué de gérer les deux, mais il faut mieux. Ouais, c'est toute une organisation en fait entre les entraînements et la fac. Après, pour préciser, le statut PEP, c'est un statut pour les sportifs de haut niveau qui permet d'aménager leurs emplois du temps pour qu'ils puissent conserver leur cadence et leur rythme d'entraînement tout en suivant le cursus STAPS. Ma question, c'est est-ce que quand même ça t'a facilité les choses d'être en STAPS? Est-ce que tu te sens dans de meilleures conditions? Est-ce que tu te sens plus libéré dans ta pratique? Est-ce que tu sens que tu as progressé et que tu as pu mieux te pencher en fait sur tout ce qui est technique, etc. Oui, alors ça m'a facilité les choses par rapport au lycée, même avant. Oui, ça m'a quand même aidé parce que voilà, on a plus de temps, on est plus libéré, on a moins d'heures de cours par rapport au lycée, donc ça facilite les choses. Après, du coup, avec le statut PEPS, on peut avoir accès au CEP pour des séances de prépa physique, donc c'est vrai que ça, c'était parfait. Après, je dirais pas que ça a été bénéfique pour me faire progresser, parce que voilà, il y a quand même les cours, quand on rentre de cours, il faut quand même réviser, enfin, ça prend du temps, donc finalement, je pense que moi, j'ai toujours voulu faire les deux en même temps, ne pas, par exemple, dédoubler une année, faire la L1 en 2 ans ou quoi. J'ai toujours voulu tout faire parce que j'ai pas envie de perdre du temps, et donc voilà, j'ai envie que ça aille vite. Mais
Ouais, ça m'a aidé, mais c'est pas. Enfin, voilà, ça prend trop de temps, en fait, et donc, c'est 50-50, quoi. D'un côté, ça m'a aidé, mais d'un autre, c'est quand même, Toujours les études. compliqué. Ouais, voilà. Et par rapport donc aux études, euh, c'est quoi la suite de tes études après la licence? Alors, du coup, cette année, enfin, j'ai tellement été débordée les 3 années que je vais arrêter l'année prochaine. Moi, je suis en activité physique adaptée et santé. Donc, avec une licence, on peut déjà exercer en milieu professionnel. Donc, j'ai décidé d'arrêter parce que pour moi, c'est pas le cas de tout le monde, mais j'estime qu'en ayant un travail à temps partiel ou à mi-temps, j'aurais plus de temps pour m'entraîner et plus de temps pour récupérer. Comparé à la fac, par exemple, si j'ai tous mes matins de libre et que je travaille que les après-midi, c'est complètement différent de la fac où j'ai cours 8h, 18h. Donc, l'année prochaine, j'arrête pour travailler, donc à mi-temps au mieux. Ou alors, après, la fédération, elle propose des aménagements, en fait, être embauché à temps complet, travailler qu'à mi-temps. Et en fait, la Fédé nous paye la moitié du temps et ça nous détache de notre structure. Donc, je suis en train de réfléchir un peu, enfin, avec toutes les personnes que j'ai autour de moi, mais pour mettre en place un projet, un double projet travail et sport de haut niveau pour les Jeux Olympiques à Paris pour arriver, pour les préparer au mieux, quoi. Et peut-être, comme tu nous as dit que la marche rapide, c'était pas c'était pas très répandu. Est-ce que on peut en vivre quand on est sportif de haut niveau en marche rapide? Est-ce qu'on peut en vivre? Déjà, l'athlétisme, c'est compliqué. Mhm. Alors, la marche, non, je pense qu'il faut s'appeler Johan Diniz ou. Et, Ok. oui, Johan Diniz, et c'est tout. Je pense en France, il n'y en a pas beaucoup qui. Ouais, donc c'est pour ça qu'il faut quand même rester bien attaché aux études. Disons que après, peut-être qu'on peut en vivre, mais moi, dans ma tête, je me suis toujours dit qu'une blessure, c'était vite arrivé. Si demain, n'importe quoi, je vais à la fac, je monte les escaliers, ou je descends les escaliers, je tombe, je me fracture quelque chose, on ne sait pas si je vais pouvoir reprendre à haut niveau. Donc si je ne peux pas reprendre et que je n'ai pas de diplôme, qu'est-ce que je fais après, quoi? Est-ce que c'est pas à 30 ans, 35 ans à la fin de ma carrière que je vais me dire, ah bah ouais, mais j'ai pas de diplôme, qu'est-ce que je vais faire? Faut que je retourne à la fac 5 ans pour avoir un master. Donc oui, je suis partie du principe que l'athlète, je pourrais pas en vivre et qu'en même temps, une blessure s'est vite arrivée. Donc voilà, je valide ma licence, j'ai ma licence. Si après je peux vivre de la marche, ouais, j'arrêterai sûrement. Mais je veux quand même avoir quelque chose à côté pour me rassurer, me libérer un peu la tête, parce que l'entraînement tous les jours, au bout d'un moment, on tourne en rond, quoi. Quand on fait des séances sur la piste, on tourne, on fait un aller-retour le long du canal ou quoi. Évidemment, c'est bien, mais on a marre, quoi. C'est long. Et donc, toi, tu avais vraiment ce projet en tête depuis le début de faire quelque chose à côté de la marche, Ouais. même si c'était possible, peut-être, c'est difficilement réalisable, mais de devenir professionnel. Donc, tu es en filière APSA, c'est ça? Est-ce que tu as déjà une idée du métier que tu voudrais exercer ou plutôt du secteur d'activité par rapport à ça? Alors, moi, j'aimerais bien travailler en EHPAD. Après, ma licence, elle ouvre sur plein de choses. On peut être très bien dans des services de soins de suite et de rééducation, comme voilà, à domicile, faire des activités physiques avec les patients ou en EHPAD. Donc après, moi, je me pencherais peut-être plus sur les EHPAD parce qu'on a eu plus de cours en STAPS concernant le vieillissement, tout ça, et c'est vrai que ça m'a beaucoup intéressé, pardon. Et du coup, plus sur les EHPAD. Après, le métier, c'est enseignante en activité physique adaptée, mais par contre, en fait, il n'y a pas de grille particulière pour le métier d'enseignante en activité adaptée. Donc, on peut être embauché comme animatrice ou kiné. En fait, on n'a pas ça. En fait, c'est en fonction des structures. On n'a pas de Chaque structure a son nom, son appellation pour ce métier. Y a pas. Donc, je saurais que quand j'irai sur le marché du travail.
Ok. Et donc, tu as parlé un petit peu de l'approche des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Comment ça se passe en marche rapide pour les qualifications et comment est-ce que tu appréhendes ça, tu prépares ça? Alors, la préparation, je pense qu'elle commence assez tôt. Enfin, je sais que on a toujours. Enfin, mon entraîneur, surtout, est déjà dans un coin de la tête les Jeux Olympiques depuis un petit bout de temps. Après, moi, un peu moins. Mais c'est vrai que là, on a 2 ans des Jeux, donc on l'a de plus en plus dans la tête. Avec la performance que j'ai faite il y a un mois, encore plus du coup. Mais, du coup, en fait, les qualifications, on n'aura que c'est des modalités de sélection. Donc, on a un minima, un niveau de performance requis. Donc, les années précédentes, je crois que c'était 1h31. Donc, il faut réaliser sur 20 km 1h31,00. Mais par contre, ils sélectionnent 2 athlètes. Donc, il faut être dans les 2 premières au bilan français et réaliser CNPR pour pouvoir prétendre à la sélection. Donc, en France, là, en ce moment, il y a une belle génération, une belle dynamique. Donc, rien n'est sûr, rien n'est joué d'avance, quoi. En 2 ans, il peut se passer plein de choses. Mais oui, c'est quand même dans un coin de la tête. Et on n'a pas encore le niveau de performance requis pour le moment. On pense que ça sera moins d'1h30. Donc, j'ai encore un petit peu de marge de progression avant de les réaliser. Mais voilà, on a encore le temps et on se prépare pour. En tout cas, la préparation, elle a déjà commencé. En tout cas, fait ouais, peut-être un peu plus d'1 an que la préparation pour les Jeux a déjà commencé et qu'on a déjà dans la tête. Donc le temps à réaliser, c'est sur 20 km. C'est ça. Aux Jeux Olympiques, au niveau marche athlétique, est-ce qu'il n'y a qu'une épreuve sur un 20 km ou est-ce qu'il y a plus de choses? Alors, avant, il y avait du 50 km. Et pour Paris 2024, ça sera plus du 50. On va rebasculer sur une distance de 35 km. Et cette distance, ça sera réalisée en relais. Donc, on aura un relais mixte, donc une fille et un garçon. Tous les deux vont marcher 35 km et on va additionner leur temps. Et le meilleur temps additionné sera champion olympique. Il n'y aura pas de champion olympique individuel sur le 35. Voilà. Et par contre, on aura le 20 km, donc 20 km hommes et 20 km femmes. Et là, ça sera individuel. Donc, le premier de la course sera champion olympique et le deuxième, vice-champion, etc. Tu as parlé en début qu'il y avait plusieurs distances, 3 km, 1 km 35. Est-ce que toi, tu en préfères une? Est-ce que tu te sens plus à l'aise sur une certaine distance ou est-ce que ça ne change pas vraiment? Bah, je pense que vu qu'on sur toute l'année, en fait, on va préparer le 20 km. Donc, je préfère le 20 km. Moi, j'aime bien quand c'est long, je me sens plus à l'aise. Mais après, en fait, quand on passe sur du 3 km, vu qu'on fait une préparation 20 km, ça va trop vite, ça tape trop fort, quoi. J'aime bien, mais c'est limite du sprint, en fait, sur 3 km. Donc, moi, j'aime bien quand c'est long, on savoure bien, on souffre bien aussi, mais ouais, je suis plus sur du 20 km que sur des plus courtes distances comme le 3 km. Le 5 km, par exemple, je déteste ça. Pourquoi, je ne sais pas, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais le 5 km, si je peux éviter de le faire, je le fais. Sur ces distances, j'ai perdu ma question. Petite parenthèse, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je viens de voir qu'on a reçu des questions. Donc on va lire les questions. Si tu veux. Je vais juste reposer ma question. Oui. Toi qui y es. J'ai encore perdu. Désolé, hein, mais oui, on va passer. Il y a une question qui a été posée par Hugo. Il aurait aimé savoir comment on se sent à 20 ans de potentiellement participer au JO et voilà, comment ton entraînement va évoluer dans l'optique des JO. Bah, c'est vrai qu'à 20 ans, on n'a pas forcément, on n'est pas forcément dans l'optique de se dire je vais participer au JO. Enfin, en fait, moi, je suis très détachée du haut niveau, je suis très détachée de tout ça.
c'est mon entraîneur qui gère un peu tout ça. C'est lui qui va gérer mes chronos, qui va gérer mes records. Moi, si vous me demandez mes records sur telle distance, je ne saurais même pas vous les redire. Je ne sais pas. Donc, en fait, je pense que je ne prends pas encore vraiment conscience du fait que je peux potentiellement participer aux Jeux Olympiques. Et vu que c'est encore, c'est dans 2 ans, c'est proche, mais à la fois c'est loin. On n'a pas encore les NPR à réaliser. C'est pas encore ouvert pour réaliser ce niveau de performance. Donc j'ai pas. Ça fait bizarre de se dire qu'on va peut-être participer aux Jeux Olympiques, mais en même temps, pour l'instant, j'y pense pas trop et je suis plus dans ma préparation, année par année, échéance par échéance. Après, à 23 ans, participer aux Jeux Olympiques, je pense que c'est une expérience, ça va être une expérience incroyable. Enfin, ça peut être une expérience incroyable et voilà. Tu as déjà participé à des grands championnats, même en jeune, en championnat d'Europe. Est-ce que la perspective des JO, tu le sens différemment? Est-ce que pour toi, ça a un impact différent qu'un championnat du monde, un championnat d'Europe? Oui, alors c'est vrai que les Jeux Olympiques, c'est reconnu dans toutes les disciplines, dans le monde entier. Alors que c'est vrai que moi, j'ai participé qu'à des championnats d'Europe jeunes. Donc, il n'y a pas forcément de diffusion à la télé et on n'est pas forcément reconnu en fait, dans le monde ou même au niveau français. Par exemple, des athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques, vous pouvez m'en citer plein. Et par contre, des athlètes qui ont participé au championnat d'Europe junior ou espoir, vous ne savez pas quoi. Donc après, c'est vrai que les Jeux Olympiques, médiatiquement, ça va être quelque chose de plus grand. Après, ça peut apporter aussi plus de visibilité. On parlait aussi tout à l'heure si je pouvais gagner ma vie en faisant de la marche. Donc, c'est vrai que les Jeux Olympiques, c'est une opportunité incroyable d'être exposé médiatiquement. Je ne sais pas si c'est très bon d'être exposé autant, mais en tout cas, ça peut apporter sponsors, ça peut apporter partenaires, visibilité. Donc oui, pour moi, c'est complètement différent d'un championnat d'Europe dans le sens où c'est reconnu par tous sur un dossier de partenariat. Si on met on a participé aux Jeux Olympiques, ça fait tout de suite mieux que si on a participé à un championnat d'Europe en cadet ou en junior. Donc ça marche un peu comme les CV, quoi. Si on travaille dans une grande structure reconnue dans le monde entier, ça fait toujours mieux que si on dit on a travaillé au STAPS, par exemple. Il y a plus attiré par ça que par autre chose. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je pense que ça a intéressé. Si jamais vous avez une dernière question, est-ce qu'il y a une autre question? Non. Ok. On était ravis de t'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va maintenant passer à la 3e partie de cette émission qui se déroule sous format vidéo. Nous sommes allés sur le terrain pour vous présenter un label qui a été attribué à Dijon. À l'occasion des Jeux Olympiques de Paris en 2024, les villes de Dijon et Chenôve ont obtenu le label Terre de Jeux. Ce label doit permettre aux communes de développer la pratique du sport en amateur, mais également d'accueillir des délégations sportives. Ce label a été remis à 500 communes lors du congrès de l'Association des maires à Paris. Tout naturellement, la candidature de Dijon a été retenue. D'une part pour les nombreux clubs professionnels qui y résident, en football, en basketball, mais encore en rugby ou en hockey sur glace. D'autre part, pour la richesse de ces infrastructures. Comme ici, par exemple, derrière moi, la piscine olympique, qui est un des bâtiments sélectionnés pour accueillir les athlètes et les délégations sportives qui souhaitent s'entraîner en prévision des Jeux Olympiques 2024. On peut aussi citer le Stade des Pousseaux, qui est le complexe sportif du DFCO, ou encore le Palais des Sports, qui accueille la JDA et l'UDMH, club de basketball et de handball, sans oublier le Stade Colette-Besson, qui accueille le Duc, club d'athlétisme. En effet, ces infrastructures disposent d'équipements de qualité aux normes olympiques pour pouvoir accueillir les meilleurs athlètes du monde.
Le président de Paris 2024, Tony Estanguet, a lui-même salué la richesse des infrastructures de la Bourgogne-Franche-Comté. Maintenant que nous avons vu que Dijon, l'explication du label Terre de Jeux pour la ville de Dijon, on va passer tout de suite aux différentes opportunités des Jeux Olympiques de Paris 2024. Joseph Lecoq est allé récolter vos questions et il s'est fait un plaisir d'y répondre. Il faut savoir qu'une des promesses et des volontés des JO de cette année est d'offrir des opportunités à tous. C'est pourquoi nous sommes allés vous voir dans la rue et vous nous avez posé des questions. Et on va passer directement à la première question. Bonjour, je m'appelle Hugo et je voudrais savoir comment on fait pour trouver un emploi ou un stage. Pour cette question, nous nous retrouvons sur l'ordinateur. Vous allez taper dans votre moteur de recherche « Recrutement Paris 2024 ». Vous allez aller sur le premier lien après les annonces. Cela va vous emmener sur la page officielle des JO. Vous allez dans « Espace recrutement ». Ensuite, vous allez aller dans nos métiers et vous allez retrouver tous les stages, toutes les offres de stages et d'emploi. Si une vous intéresse, vous cliquez dessus, vous avez plus d'informations sur cette offre et vous pouvez également directement postuler. Bonjour, moi c'est Mathilde, je suis en école d'ingénieur et je travaille pas du tout dans le milieu sportif, mais je voulais savoir si des stages existaient dans ce domaine pour moi. Effectivement, c'est possible. Il faut savoir que pour ces JO, plus de 150 000 emplois seront mobilisés dans différents domaines tels que le business, le développement, le marketing, l'ingénierie, l'architecture et encore plein d'autres. Vous pouvez postuler à ces différentes offres d'emploi, peu importe votre formation initiale. Bonjour, je m'appelle Léa, j'avais une question. Je voulais savoir si l'État nous aidait à trouver des stages. Effectivement, l'État aide certains jeunes. Chaque année, 1000 jeunes seront accompagnés pour trouver des stages et découvrir des nouveaux métiers liés aux Jeux. Que ce soit dans des domaines sportifs, organisation d'événements ou encore l'hôtellerie et restauration. C'est pourquoi le ministère des Sports lance le pack Sport Emploi. Ce pack est composé d'outils et de dispositifs co-construits avec le monde sportif et les territoires. Voilà. Nous allons ensuite passer à la partie micro-trottoir. Vous nous avez posé des questions. Mathéo Roy et Paul Mathieu sont allés dans la rue pour vous poser des questions au sujet des JO. On vous laisse regarder tout ça. Je pense que ça peut apporter une très très bonne image, parce que d'abord on peut montrer que sportivement on est très compétitif, qu'on a des très bonnes infrastructures, et aussi après la crise de Covid, je pense que ça peut ramener des gens dans notre pays encore une fois, pour montrer qu'on est un pays très touristique. Je pense déjà que ça va faire une bonne image pour Paris en général, parce que la plupart des jeux se situent là-bas. Et après, pour la France, ça va avoir un grand rayonnement mondial et international. Normalement oui, hein. Ça ne peut faire qu'une bonne image. Hein. Alors je pense que ça va forcément apporter une bonne image pour la France en un sens, parce que c'est quand même une très grande destination touristique. Et pendant un moment, les yeux du monde seront rivés sur la France, donc forcément ça va attirer de l'attention. Et après le Covid, je pense qu'il y en a bien besoin, parce qu'il y a une bonne partie des revenus du commerce qui tournent autour du tourisme, on en a besoin. Alors je suis un peu mitigé vis-à-vis de cette question, parce que avant le Covid, la France était déjà le premier pays touristique au monde avec 90 millions de visiteurs par an. Et du coup je suis pas sûr que les Jeux Olympiques ce soit très utile. Genre bien sûr que ça va faire rayonner le pays à l'international, mais on était déjà la première destination touristique au monde, donc pour moi ce sera juste un gouffre économique, je dirais.
parce que créer de nouvelles infrastructures, accueillir les athlètes en sécurité, rénover des lieux, faire attention à la propreté de certains lieux et tout, ça coûte cher et je suis pas sûr que le pays avait besoin de ça, surtout en ce moment. Je ne pense pas exactement parce que contrairement au Brésil en 2014 par exemple, qui avait vraiment besoin de faire beaucoup de travaux, nous on a déjà énormément d'infrastructures. Donc je ne sais pas si en termes d'écologie ça va vraiment poser un problème. Je pense que la plupart des infrastructures qui vont être utilisées, c'est des infrastructures qui sont déjà présentes sur Paris et aux alentours et dans toutes les villes. On peut voir Coupe du Monde aussi à Doha pour 2022 où vraiment il y a tout qui est construit à la minute, etc. Là je pense qu'il y a beaucoup qui va être utilisé et après on va s'en servir aussi dans le futur, c'est pas perdu. Oh, l'environnement, c'est un grand mot quand même, mais il ne faut pas trop en pousser. Surtout, bon, faire des travaux, mais que au moins que je sais pas, les 2/3 de ces travaux soient réutilisés convenablement, sans être démolis. Je sais pas trop, je pense que en fait, ça dépend beaucoup de à quel point on va utiliser des infrastructures qui sont déjà construites ou pas. Et bon, forcément, c'est un impact qui est bien moins important pour les Jeux Olympiques d'hiver. Mais ça, je pense que c'est à voir en fonction de justement ce que j'ai dit, si on va utiliser ou pas les mêmes infrastructures. Pour les étudiants, ça peut créer déjà beaucoup d'emplois, oui certes, mais je pense aussi que ça peut, pendant peut-être une période de 5-6 ans, créer beaucoup d'emplois, même pour peu importe la classe sociale française et peu importe l'âge. Tu vas avoir besoin de beaucoup de main-d'œuvre, de toute façon, dans tous les domaines. Il va falloir de la main-d'œuvre pour l'organisation, pour le management, etc. Donc il y a beaucoup de jeunes qui vont être intéressés, surtout que c'est important pour les jeunes le sport. On sait que c'est une grande place en France. Du coup, je pense que ça va faire beaucoup d'emplois et beaucoup de jeunes qui vont être contents là-dessus et qui peuvent s'y intéresser. Soit c'est des emplois précaires, parce que ça ne va durer que le temps que la préparation parce que en fait le besoin ce sera pour mettre tout ça en œuvre, je veux dire. Alors c'est des emplois qui vont durer 1 an ou 2, quoi. Puis après c'est pour dire qu'ils sont pérennes. Alors je pense que sur le moment ça va quand même créer de l'emploi, forcément. Mais bon, pas sur le long terme évidemment. Et ce sera aussi, je pense, beaucoup de postes, de bénévolat. Mais après, c'est toujours une expérience que les jeunes peuvent faire valoir et je pense que c'est une bonne chose. Je pense que oui, cet événement ouvrira de nombreux postes, notamment pour les étudiants, du fait que c'est un événement sportif énorme, l'un des plus gros avec la Coupe du Monde de football, et que donc forcément, cela demande énormément de moyens humains pour organiser l'événement, et dont les étudiants pourront faire partie, que ce soit via le bénévolat, ou même parfois rémunérés, même si cela m'étonnerait du fait qu'il faut des diplômes et des formations afin d'être efficace dans le milieu de l'événementiel. Non, je ne savais pas du tout. Je pensais que ça allait se dérouler à Paris, entièrement, quasiment. Si ça peut être bénéfique pour d'autres villes, par exemple Dijon, et du coup, si c'est dans d'autres villes que Paris, je pense que ça peut être par exemple à Lyon ou à Marseille. Donc ça peut être vraiment bénéfique pour un grand nombre de villes. Non, pas du tout. Je savais qu'il y avait Lille, je crois, par exemple, qui participait à certaines disciplines. Je pense que ça peut être, de toute façon, ça peut que être bénéfique, parce que je pense que Dijon, dans un point de vue international, etc., personne ne connaît. Du coup, ça peut que être bénéfique en termes de rayonnement pour la ville et pour la culture dijonnaise, etc. Oui, bien sûr. Mais il faudrait quand même qu'il y ait des actifs, de la jeunesse active autour. Que ce ne soit pas uniquement de l'extérieur, mais que les clubs, je sais pas moi, aux alentours, d'aviron ou d'autres choses, soient concernés. Alors je ne savais pas du tout que ce serait à Dijon et je pense que c'est vraiment une bonne chose pour la ville parce que c'est une belle ville, elle n'est pas forcément très connue internationalement et ça permet aussi de remettre la ville sur la carte de France. Je ne savais pas que Dijon allait accueillir des athlètes et je ne sais pas si cela renforcera l'image de notre ville, mais cela la fera peut-être découvrir à d'autres Français ou même d'autres personnes du monde entier, même si je ne suis pas sûr que ça renforcera la médiatisation autour de la ville.
Je ne sais pas si elles seront utiles pour la totalité des Français, mais en tout cas, les Français qui sont sportifs, ce sera extrêmement utile pour eux, puisqu'ils pourront avoir des infrastructures très qualitatives pour les sports qu'ils voudront accomplir. Je pense, ouais, on sait que par exemple dans les banlieues, etc., il y a beaucoup de stades ou de city-stades, etc., qui sont développés. Et je pense que si on en développe pour tout le monde, ce sera que bénéfique et tout le monde va s'en servir. Je pense que les gens qui vont penser tout ça vont un peu quelque chose dans la tête pour dire faut que ça serve plus tard. Hein. Alors ça, je sais pas, ça dépend. Souvent, historiquement, au niveau des Jeux Olympiques, les infrastructures ont souvent eu tendance à être mal entretenues et un peu abandonnées. Mais justement, c'est un point sur lequel je pense qu'il faut s'améliorer. On verra comment ça se passera après, mais je pense que c'est là-dessus qu'il faut faire des efforts. J'espère vraiment que ce sera le cas parce que ce serait dommage de construire ou de rénover des infrastructures et ensuite de les laisser à l'abandon pour des années alors que certains Français ou certains clubs pourraient en avoir une utilité. Même si les coûts d'entretien pourraient coûter cher, c'est toujours plus intéressant pour développer le côté sportif français. Surtout qu'on a vu que suite au Covid, le taux d'obésité en France a augmenté. Donc ça pourrait être un argument pour remettre les Français au sport. Pour clôturer ce webinaire, Paris 2024 sur les Jeux Olympiques, Nicolas Moret vous a préparé un petit quiz qui résume quelques points abordés dans la soirée. N'hésitez pas à participer chez vous et à répondre dans le chat Zoom. Voilà. On accueille tout de suite Nicolas sur le plateau pour le quiz. Bonjour à tous, bonjour messieurs. Bonjour Nicolas. On va passer tout de suite au quiz, donc n'hésitez pas à répondre dans le chat, il faut que ce soit interactif, voilà, que tout le monde donne sa réponse, même si tout le monde n'est pas d'accord voilà, avec la réponse. Donc on va passer tout de suite à la première question. Allez, on attaque. Donc, quelle va être cette fameuse première question? Et le plus vite me surgagne, je ne sais pas encore quoi, mais il gagnera quelque chose. Alors, première question, quelle est la date des premiers Jeux Olympiques de Coubertin? Messieurs. Moi, j'ai ma petite idée. Donc, il y a 1900, 1896, 1894 et 1892. Qui a répondu? Alors, 96, et c'est une bonne réponse pour le premier. Je ne vois pas son nom. Icrogne. C'est Lionel, apparemment Lionel Cronier. C'est Lionel Cronier qui a bien répondu. C'était la réponse B, en effet. Réponse B. Félicitations 1996, bravo. à notre président. Vous saviez, vous? Moi, je l'avais. Personnellement, je l'avais. Moi, j'ai un petit peu du mal avec eux. Avec les dates, ouais, c'est pas grave. Il y a d'autres qualités. On va passer à la deuxième question. Ceux qui ont eu faux, ils vont pouvoir se rattraper tout de suite. Donc, dans quelle ville les Jeux Olympiques et Paralympiques se disputent-ils au même endroit pour la première fois de l'histoire? On a Paris, Londres, Rome ou Séoul. On rappelle que la réponse, si vous avez bien été attentif, a été donnée dans le fameux Drôme Magie. Donc, on attend les réponses. On attend les réponses. On a une première réponse. On va voir si on a une deuxième. Paris. Eh bien, on va voir la réponse. C'était Séoul. Et non, c'était en Séoul. 1988. Voilà, les JO ont été au même endroit à une semaine d'intervalle, alors que les éditions précédentes, c'était à des endroits différents. Voilà. Donc, essayez votre chance à la prochaine question. On passe tout de suite à la troisième question. Combien de Jeux Olympiques la ville de Paris a-t-elle organisé, sans compter Paris 2024? Messieurs, il faut avoir la culture un peu il faut s'y olympique. connaître un petit peu. Je pense encore une fois avoir la réponse. 1, 2. La réponse était la réponse B, 2. Encore une bonne réponse de Lionel Cronier. C'est presque un sans faute. Il y a eu l'addition de 1900 et 1924. C'est pour ça qu'on va fêter les 100 ans en 2024. Voilà, petite anecdote. Voilà. Ensuite, prochaine question.
On a quelle discipline d'escrime exerce Bolade Ipiti? Donc ça, il faut avoir écouté l'interview, bien sûr. On a le sabre, l'épée ou le fleuret. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des réponses dans le chat? On va regarder ça tout de suite. On n'a pas de réponse. C'est un petit peu plus long. Le sabre, on a deux réponses différentes. Le sabre et le fleuret. Et la personne la plus réactive a la bonne réponse. On va regarder la réponse. La réponse A. En effet, c'était le sabre qui a la particularité de, lorsqu'on frappe, pouvoir frapper avec toute la partie du sabre, alors que le fleuret et l'épée, c'est uniquement avec la pointe qu'on peut marquer des points. Oui, exactement. Et dernière question, pour finir. À combien de jeux a participé Bolade en tant qu'athlète? On sait qu'il y a une petite... Il y a un petit piège sur celle-là. Si vous avez écouté, il ne faut pas se tromper. On va voir une réponse pour l'instant. On va 2, attendre encore un petit peu. 3. 3 pour Hugo. Donc, parmi les deux réponses, il y a la bonne réponse. Mais... Il y a la bonne réponse parmi les deux réponses. On va regarder ça tout de suite. C'est la réponse B. En effet, c'est la réponse B. Il a fait Londres et Tokyo en 2020. Tokyo. Rio, il y a été, mais en tant qu'entraîneur pour son frère qui combattait pour le Bénin. Exactement. Voilà, c'était ça le petit piège. Il y avait une petite subtilité. Merci d'avoir participé à ce quiz. Voilà, on espère que ça vous a plu. Un peu de divertissement, ça fait pas de mal. Et voilà, merci à vous. On va conclure ce webinaire et cette émission. Donc, merci à tous déjà d'avoir suivi cette émission. Merci à tous ceux qui ont organisé, Bastien et moi-même déjà qui l'ont présenté, mais évidemment, derrière à la régie, Mathéo Roy, Paul Mathieu, et également Joseph Lecoq qui était derrière la caméra et qui a aussi été dans la rue pour interviewer les personnes, Nicolas Moret qui vient de vous présenter ce quiz et Alexia Bouchiba derrière la régie également. On va remercier également Bolade Atipi qui a bien voulu nous écouter et qu'on a pu avoir en visio, et également Camille Moutard qui nous a rejoint sur ce plateau ce soir pour répondre à nos questions. On remercie également nos partenaires, le FFSU, qui nous ont prêté leur compte Zoom ce soir, et l'UFR STAPS. On rappelle que ce projet a été fait dans le cadre de l'AL3 Management de l'UFR STAPS. On vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à vous.